Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce Coffee Talk. Je vois que petit à petit, tout le monde arrive. Super, chouette. Je vois énormément de personnes qui se connectent petit à petit. Bonsoir. Bonsoir Maria, bonsoir Audrey, bonsoir Fabienne, Aline, Christina, Anissa, Solène, Sophie. Il y a énormément de monde. Oh là là, ça y est, vous êtes là. Bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Je vais laisser tout le monde arriver tranquillement. Oui, dites-nous dans le chat de quel endroit vous arrivez. Je vois déjà des personnes qui arrivent de France, du Maroc, d'Algérie, de Roubaix, de Nancy, du Québec, des Landes, de Colombes, de Laval, hein, du Québec, de Nice, même du Sénégal, génial, on est de plus en plus loin, c'est super. Île-de-France, Genève, chouette, super. La Belgique, la Suisse, c'est formidable. Lyon, Rennes, bon, super. Écoutez, je suis ultra, ultra heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce Coffee Talk webinaire organisé par Sowell Formation. Merci d'être présent et de prendre ce temps pour vous, pour réfléchir, comprendre et approfondir les thématiques essentielles de l'humain avec nous. Je vous propose de vivre ensemble un moment de transmission, de réflexion et d'ouverture autour d'un sujet qui touche chacun d'entre nous personnellement ou professionnellement. Donc, ce webinaire aujourd'hui, ce Coffee Talk, est consacré à un thème central dans le développement personnel et l'accompagnement. On va parler des blessures d'abandon, des 7 blessures d'abandon. Nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Alain Héril, qui est psychanalyste, auteur, formateur de renom, dont les travaux éclairent depuis de nombreuses années les blessures de l'enfance, les dynamiques relationnelles et les chemins de transformation intérieure. Pour un petit rappel, ce Coffee Talk s'inscrit dans la mission de Sowell Formation, qui est de transmettre des savoirs solides, humanistes et intégratifs à travers des diplômes universitaires européens conçus pour les professionnels de santé, les paramédicaux, la relation d'aide et de l'accompagnement, désireux de donner plus de sens, de profondeur et de justesse à leur pratique. À travers cette rencontre, Alain et Héril nous proposeront donc une lecture approfondie des 7 blessures d'abandon, en mettant en lumière leurs origines, leurs manifestations dans la vie adulte et les répercussions dans nos relations, nos choix et nos postures d'accompagnement. Je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Merci de voir toute la francophonie réunie pour partager ce sujet passionnant. Alain, c'est un honneur pour moi à SOL Formation et je te confie le flambeau des 7 blessures d'abandon. Merci Géraldine. Alors, tout d'abord, je vous réclame toute votre indulgence parce que je suis un peu grippé. Là, je suis en formation à Avignon et le Mistral, le vent avignonnais est absolument terrible. Donc, j'ai la gorge un peu prise. J'espère que ce que je dirai sera clair pour vous. Voilà, de toute manière, je vais faire une présentation qui va être relativement succincte, et puis ensuite on ouvrira un temps pour les questions-réponses sur ce sujet-là. Donc en sachant que là on est dans un coffee talk, donc ce que je vais présenter c'est vraiment les bases de ce qu'on nomme les blessures d'abandon. Évidemment que ça pourrait être beaucoup plus étayé que ce que je vais faire. Néanmoins, c'est déjà une base à partir de laquelle on va réfléchir ensemble. Donc, les 7 blessures d'abandon, elles, ça prend appui sur le travail de quelqu'un que vous devez connaître, qui est Lise Bourbeau. Lise Bourbeau a écrit un livre très célèbre, elle en a écrit d'autres sur le même sujet.
qui s'appelle Les blessures de l'âme, où elle met en avant 5 blessures essentielles. Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va rajouter 2 autres blessures. Voilà, donc on va faire une petite extension du travail de Lise Bourbeau. Euh, mais néanmoins, en préambule, ce qui est important à noter, c'est un peu ce que disait Géraldine, c'est que les blessures d'abandon, elles nous concernent toutes et tous. C'est-à-dire que nous sommes passés, vous comme moi, par des moments où on a eu la sensation d'être rejeté, abandonné, humilié, trahi, voilà, et tous tous ces éléments-là. Je dis bien, nous avons eu la sensation. Donc, ça ne veut pas dire que nous avons été face à des parents qui ont voulu nous abandonner, qui ont voulu nous rejeter, nous trahir ou autre. C'est important de remettre ça dans cette dynamique, dans une dynamique systémique, et de voir que, arrivé à un moment donné dans l'histoire du sujet, en général aux alentours de 3 ans, le petit sujet humain, quand il est sorti de l'étape du nourrisson, va commencer à interpréter le monde. Et il va interpréter le monde à travers des filtres, qui sont des filtres avant toute chose émotionnels et sensitifs. Donc il va saisir le monde à travers ces filtres-là. Si vous avez autour de vous ce grand maître spirituel qui s'appelle le bébé, bah, observez-le, hein, surtout s'il a moins de 3 ans, observez-le, vous verrez que les enfants passent par des registres émotionnels où pendant 5 minutes, on a l'impression qu'ils jouent leur vie, qu'ils sont dans des colères absolument terribles, et puis tout de suite après, ils passent à autre chose. Donc il y a vraiment une lecture du monde de l'enfant, et ça, de 0 à 8 ans, avec un moment important qui est les 3 ans, mais de 0 à 8 ans, il y a vraiment cette dimension-là, qui est la dimension de la lecture de l'environnement qui fait que l'enfant va construire son organisation psychique et comportementale à partir de cette lecture. Donc cette lecture peut être faite avec des choses réelles, des choses qui sont dites, des éléments non verbaux, mais aussi avec des choses que l'enfant va imaginer, va projeter par rapport aux figures aux figures aux figures d'attachement, pardon. Et les figures d'attachement, évidemment, c'est le père, c'est la mère, mais ça peut être aussi la fratrie, les grands-parents, un oncle, une tante, ou dans des familles recomposées, un beau-père, une belle-mère, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant va déterminer selon des critères qui sont pas toujours faciles à expliquer, l'enfant va déterminer des figures d'attachement sur lesquelles il va évidemment s'attacher, parce que ça va donner du sens à sa vie, du sens à son existence, et que ce sens, il faut l'entendre dans les 2 sens, c'est-à-dire dans le sens de la signification et dans le sens de la direction. Donc l'enfant va acquérir une signification par rapport au monde, et en même temps, ça va lui donner une direction. Et donc, si on veut comprendre ce concept de blessure d'abandon, il faut vraiment revenir au début, c'est-à-dire au début, qui est un début que vous comme moi, nous avons connu. C'est-à-dire que c'est la particularité de ce que nous sommes en tant qu'être humain, en tant que mammifère humain, c'est que nous naissons dépendants, nous naissons immatures, nous naissons prématurés, nous ne sommes pas complètement terminés lorsque nous arrivons au monde. Et l'enfant va avoir, ça j'étais déjà amené à le développer à un autre moment, mais je le reprends, l'enfant va avoir 9 mois de vie intra-utérine et 9 mois quand il arrive au monde, qui vont être 9 mois dans un utérus externe. Donc en fait, le développement d'un sujet humain, c'est pas 9 mois et puis l'accouchement et puis l'arrivée au monde. En fait, c'est 18 mois, hein. Et donc dans ce parcours-là, et on sait maintenant à quel point, pendant la grossesse, pendant la vie intra-utérine, surtout à partir du 6e et du 7e mois, on sait à quel point il est important pour un enfant de se construire à partir des messages qu'il reçoit et de comment, même en tant que fœtus, il interprète ces messages. Donc, donc nous sommes pris du 6e mois de gestation jusqu'à 8 ans, nous sommes pris dans un faisceau d'informations, et un faisceau d'informations qu'il va nous falloir décrypter.
Et ce faisceau d'informations que nous allons chercher à décrypter va constituer une grande partie de notre personnalité dans les temps futurs et notamment à l'âge adulte. Et ça va constituer une grande partie de nos comportements dans la vie amoureuse, dans la vie affective, dans la vie sexuelle. Voilà. C'est-à-dire que l'origine de ces problématiques, elle arrive très tôt dans la vie du sujet humain. Donc, par rapport à ça, lorsque l'enfant arrive au monde, dans cette dépendance absolue, euh, et Winnicott, qui était un grand pédiatre psychanalyste, Winnicott disait que l'enfant passe d'un lien à l'environnement qui est un lien absolu pour ensuite passer à un lien relatif. Donc, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'enfant va se construire, et notamment avec l'acquisition de la marche. Donc dans ces moments-là, de quoi l'enfant a-t-il besoin? De quoi l'enfant a-t-il besoin pour se développer, pour exister, pour se dire qu'il a une place dans ce monde, qu'il a une parole qui peut être entendue, qu'il a un comportement qui peut être regardé, qu'il a des émotions qui peuvent être comprises, envisagées de la part de l'environnement. Et donc, l'enfant, il a besoin d'une chose essentielle, et ça, c'est John Bowlby qui nous amène cette idée, il a besoin de sécurité. La sécurité, elle est absolument nécessaire à notre édification d'être humain. Et cette notion de sécurité, on va la retrouver ensuite jusqu'au bout de sa vie, dans plein de comportements, que ce soit des comportements intimes, d'amour, d'amitié, dans la sexualité, voilà, sur tous ces registres-là, nous avons un besoin fondamental de sécurité. Et donc la sécurité, comme nous ne l'avons pas, cette sécurité, pour X raisons, quand il n'y a pas cette sécurité, l'enfant va enregistrer un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui vont s'inscrire en lui et qui vont conditionner son comportement. Et c'est là que se situent les 7 blessures d'abandon. Et donc, les 7 blessures d'abandon, c'est un déraillement, si je puis dire, de la sécurité de base, qui ne remplit pas son rôle, qui défaille, qui met le petit sujet humain dans un moment de perdition, où il ne sait pas exactement où il se situe, comment il est envisagé. Et donc, dans ce cadre-là, l'enfant va se retrouver, et ça va bien sûr continuer à l'âge adulte, va se retrouver avec 7 blessures potentielles. Donc, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la dévalorisation et la privation. Donc, je répète, donc on est sur le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, la dévalorisation et la privation. Donc, ces 7 blessures d'abandon vont s'inscrire chez l'enfant comme étant un mode relationnel que l'environnement va lui proposer. Et ce mode relationnel proposé par l'environnement, l'enfant va se constituer à partir de ça. Le problème qui se pose, c'est que comme on est face à un sujet humain qui est en train de se construire, qui est en train de s'édifier de manière plus ou moins chaotique, mais néanmoins, il est en train de s'édifier. Donc, par rapport à ça, l'enfant, lorsqu'il est soumis à des situations répétées, bien entendu, hein, parce qu'il faut qu'il y ait une répétition pour qu'il y ait de la pathologie et du symptôme qui s'installe, lorsque c'est répété, l'enfant va s'identifier à la blessure d'abandon. Et l'enfant va se dire, ben, je suis quelqu'un qui doit être rejeté, je suis quelqu'un qui doit être abandonné, je suis quelqu'un qui doit être humilié, je suis quelqu'un qui doit être trahi, qui doit subir des injustices, de la dévalorisation ou de la trahison ou de la privation. Donc c'est ça qui est en jeu. Et la question, quand on est thérapeute, c'est que nos patients viennent en cabinet avec ces blessures. Ces blessures qui sont là, qui sont plus ou moins profondes en fonction des histoires, plus ou moins vives. Les patients sont plus ou moins écorchés, plus ou moins dans un rapport difficile à eux-mêmes et au monde. Mais toujours est-il que ça s'installe très tôt. Si je prends par exemple le rejet, donc ça reprend aussi ce que Lise Bourbeau aussi a travaillé, c'est le rejet. Pour Lise Bourbeau, il se met en place de la conception à 1 an. Donc c'est-à-dire que quand un enfant se sent rejeté à ces âges-là, il a l'impression qu'il n'a pas le droit d'exister. Et donc, s'il n'a pas le droit d'exister, il doit disparaître. Il doit
se mettre dans un espace où il n'est pas vu, où il n'est pas appréhendé. Et donc, ben, on va avoir quelqu'un qui se détache du matériel, quelqu'un qui va être perfectionniste, qui va passer par des phases qui sont des phases de grand amour à des phases de haine profonde. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité. La question de l'instabilité, elle va se retrouver avec chaque blessure, bien entendu. Et donc, cette question du rejet est bien sûr une question que l'enfant va introjecter, donc prendre comme une vérité, et qu'il va reproduire, donc il va projeter dans sa vie de tous les jours et dans son lien à lui-même et dans son lien aux autres. C'est l'abandon, par exemple, la notion d'abandon, c'est lié à un manque de nourriture affective. Euh, un enfant peut très bien être nourri voilà, il a ce qu'il lui faut en nutriments, en nourriture, mais s'il n'a pas la nourriture affective, l'enfant va se sentir abandonné. L'enfant va avoir la sensation qu'il est pris en charge, qu'il qu'il est accompagné, mais pas qu'il est aimé. Parce que l'amour que reçoivent les enfants, cet amour-là, c'est un amour qui se construit sur l'attention. C'est un amour qui se construit sur le regard. C'est un amour qui se construit sur l'intentionnalité du parent. Si ce regard, cette attention, cette présence, elle est édulcorée, voire elle n'est pas présente du tout, il y a une sensation d'abandon qui va se mettre en place. Et donc, ben, l'abandon, euh, elle renvoie à un mot-clé qui est le mot absence. Euh, et c'est euh, et c'est très intéressant de voir, quand on consulte, de voir le nombre de patients, de patientes qui, dans leur vie amoureuse, rejoue la question de l'abandon, rejoue le fait que je suis avec quelqu'un qui m'accompagne, mais qui ne prend pas soin de moi, avec quelqu'un qui ne m'écoute pas, quelqu'un qui n'est pas suffisamment présent à moi-même. C'est-à-dire qu'il y a tous ces éléments-là qui vont être en place. Et donc, dans l'abandon, on peut même retrouver des personnes dont la grande peur, c'est la solitude, hein, qui ont peur d'être seuls, parce que dès qu'ils sont seuls, il y a une réactualisation de l'abandon et une sensation de n'avoir aucun point de repère dans le monde. C'est ce qu'on appelle la solitude ontologique, c'est-à-dire la solitude essentielle et fondamentale portée par tous les êtres humains. L'humiliation, en général, c'est entre 1 et 3 ans. Euh, et, euh, et l'enfant qui reçoit ces messages d'humiliation, l'enfant qui est humilié, il va ressentir le fait qu'il est indigne, qu'il n'est pas apte à. C'est ce qu'on a, par exemple, au-delà de 8 ans, même si ça peut arriver à ces âges-là, chez les enfants qui souffrent donc d'humiliation à travers le fait d'être rejeté à l'école, par exemple. Et donc, ils se sentent humiliés, ils se sentent rejetés du clan, et donc ils sentent qu'ils sont indignes d'appartenir. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Dans la pyramide de Maslow, il y a à la base, ben, tout ce qui est de l'ordre des besoins fondamentaux, physiologiques, mais très rapidement, si on veut s'élever en tant qu'être humain, il va falloir s'appuyer sur un besoin fondamental qui est le besoin d'appartenance. Et si on n'a pas cette appartenance, si on est rejeté, dans tout ce qui est de l'ordre du harcèlement, par exemple, là, il y a une blessure d'humiliation qui va se mettre en place ou qui va se réactualiser. Et donc, dans cette réactualisation ou dans cette actualisation, on a effectivement, euh, à ce moment-là, euh, à la peur de ne pas appartenir. Donc là encore, on retrouve une problématique liée à la solitude. Euh, la trahison est une blessure qui va se mettre en place un petit peu plus tard, c'est entre 2 et 4 ans. Euh, et, euh, et donc, cette trahison fait en sorte que l'enfant ne va pas avoir de possibilité de faire confiance aux adultes. Et donc, il a été trahi pour X raisons. Ça peut être des choses très simples, hein. Je répète qu'on n'est pas forcément face à des adultes qui sont des pervers, qui veulent faire du mal à l'enfant, le torturer, tout ça. Ça peut être un geste, un comportement, une parole
que l'adulte va prononcer dans un moment où l'adulte n'est pas tout à fait aligné et qui va venir impacter l'enfant. Et pour qu'il y ait une blessure de trahison qui se mette en place, il faut que ça soit répété, je le redis. Hein, Mais donc, dans la trahison, c'est le moment où l'enfant va commencer, et ça arrive à 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans, c'est vraiment une bascule importante par rapport à nos fonctionnements neurologiques, psychiques, comportementaux. Et arrivé à 3 ans, l'enfant, il commence à développer des choses qui lui appartiennent. Son monde à lui commence à se mettre en place. Et son monde, il va naturellement le partager avec l'adulte. Mais si l'adulte utilise le monde de l'enfant pour ensuite trahir l'enfant, ça va être une blessure absolument terrible et que bien sûr l'enfant va rapporter, développer lorsqu'il sera à l'âge adulte, bien entendu. Donc, euh, donc dans la trahison, il y a des peurs de la dissociation, il y a des peurs de la séparation, bien entendu, qui vont se réactiver. C'est comme la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, elle arrive grosso modo entre 4 et 6 ans. Euh, quelqu'un qui souffre d'une blessure d'injustice est quelqu'un qui a enregistré le fait qu'on ne peut pas faire confiance aux structures. On ne peut pas faire confiance à la loi. En psychanalyse, on dirait on ne peut pas faire confiance au surmoi. On ne peut pas faire confiance à l'organisation. On ne peut pas faire confiance au cadre. Parce que de toute manière, il y a quelque chose qui va être injuste dans le fonctionnement. C'est très proche, la blessure d'injustice, de la blessure de trahison. Hein. On est sur des terrains qui sont des terrains similaires, mais les personnes qui souffrent de blessures d'injustice sont des personnes qui peuvent très bien minimiser complètement la problématique en disant bon, ah, ça va, j'ai pas de problème, pourquoi vous faites autant cas de cette situation, moi j'en souffre pas, voilà, il y a cette manière de se dégager donc de cette injustice et, euh, et avec des comportements qui vont être des comportements qui bien sûr sont un peu forcés, hein, voilà, où on va porter un masque social pour faire croire qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y en a un. On parle bien de blessure, hein, bien entendu. Ensuite, il y a la dévalorisation. La dévalorisation, c'est pareil, c'est une blessure qui arrive assez tard, entre 4 et 8 ans, euh, et c'est lié un peu comme l'humiliation au regard des autres qui va être dévalorisant. Donc il y a autant dans la dévalorisation, il y a quelque chose vraiment qui est prononcé, ça passe par des mots. Il y a des mots qui sont dits la plupart du temps et des mots qui vont venir frapper de manière extrêmement, extrêmement fort. Et donc, euh, et donc l'enfant va être dans ce ressenti d'humiliation, bien sûr dans la dévalorisation. Et bon, et qu'est-ce qu'il va mettre en place? C'est une impossibilité d'affirmation de lui, avec l'idée que si je m'affirme, de toute manière, je vais être dévalorisé. La privation est sans aucun doute l'une des blessures les plus profondes. La- Parce que la privation, ça peut jouer sur des terrains très archaïques. Ça peut jouer sur le fait de ne pas nourrir un enfant, de ne pas s'en occuper, de ne pas lui apporter les soins nécessaires, de ne pas lui apporter ce qu'on appelle le care. C'est-à-dire qu'il y a pas ce système-là, et donc l'enfant, il est un peu mis de côté, et ça peut arriver dès les débuts de la vie. Donc un enfant qui va avoir un environnement peu sécure, voire pas sécure du tout, une mère indifférente, un père indifférent, et donc, de fait, eh ben, ai-je le droit d'exister? Euh, Est-ce que je peux exister? Et avec des peurs fondamentales comme la peur de manquer, par exemple, qui va être en place. Et donc, euh, et donc tous ces éléments-là, dont parle Lise Bourbeau et avec les autres blessures qui sont rajoutées ici, laissent entendre que nous sommes marqués, euh, dès les premiers temps de notre vie, nous sommes marqués par ces blessures. Nous sommes marqués par ces blessures plus ou moins profondément, de façon plus ou moins importante, mais qu'elles vont conditionner et déterminer notre rapport à nous-mêmes, notre rapport au monde, notre rapport à l'amour, à l'amitié, au groupe, à la sexualité, voilà, tous ces éléments-là. Et donc, et bien d'autres. Et donc, de fait, on ne peut pas minimiser ça. Bien sûr, j'ai vu un petit peu dans les questions qui étaient posées, bien sûr que tout ça peut se réparer.
Évidemment que ça peut se réparer. Mais ça va réparer où? Ben, ça va se réparer dans l'espace thérapeutique. Et ça va se réparer à travers une relation fondamentale qui est la relation thérapeutique. C'est-à-dire, c'est comment le thérapeute va redonner au patient la certitude d'un espace sécure. Parce que c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que dans ces 7 blessures d'abandon, il y a une insécurité fondamentale. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous sommes dans un système insécure, donc l'amygdale cérébrale ne se désactive pas, l'amygdale cérébrale reste activée. Et l'amygdale cérébrale va venir nous questionner continuellement. Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que ça se reproduit ou pas? Et donc, et tant que l'amygdale cérébrale reste activée, on ne peut pas lâcher prise. Donc, on ne peut pas lâcher prise dans sa relation aux autres, dans sa relation à soi-même et dans sa relation à la sexualité, bien entendu. Donc, de fait, sur ce terrain-là, sur cette difficulté qui va se rencontrer, c'est comment retrouver des espaces de sécurité et comment passer de la méfiance à la confiance. Hein. C'est l'enjeu, il est là, bien entendu. Et parce que s'il y a des problématiques de blessures, d'abandon dans la petite enfance, quasiment à chaque fois, ils vont se rejouer à l'adolescence. Et à l'adolescence, à nouveau, c'est reparti, sous des formes parfois différentes, mais ça vient réactualiser la blessure d'abandon. Donc, euh, donc, on travaille avec ça, on accompagne ça, c'est bien entendu. Mais il faut bien être clair, c'est que ces blessures d'abandon, elles sont en lien avec des traumas, avec du psychotraumatisme. Et c'est du psychotraumatisme qui va effectivement s'inscrire chez le sujet et que donc la réponse que le sujet va trouver par rapport à ce psychotrauma qui peut être ce qu'on appelle un traumatisme développemental, ce traumatisme développemental, l'enfant, il va le vivre, il va l'inscrire, et donc il va répondre avec la blessure d'abandon. Ce qu'il faut voir, c'est que la blessure d'abandon, elle cherche à mettre du sens là où il n'y en a pas ou là où il n'y en a plus. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu et c'est avec ça qu'on accompagne nos patients et c'est avec ça que l'on met en place la possibilité d'une avancée dans l'espace thérapeutique pour bien sûr aider nos patients. Ensuite, je ne suis pas en train d'accuser les parents, hein, soyons bien clairs. Les parents n'ont pas forcément une intentionnalité perverse par rapport à leurs enfants. Les parents font ce qu'ils peuvent. Hein, comme disait Bettelheim, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents acceptables. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le bébé est une personne. Donc le bébé a une capacité autonome d'interpréter le monde dans lequel il est. Et cette interprétation, il va la faire à partir de données verbales et de données non verbales. Donc les émotions qui circulent, les regards, les intentions, tout ça, le bébé va les saisir quand il est un nourrisson, donc de 0 à 2 ans. Après 2 ans, on n'est plus un nourrisson. Et de 2 à 3 ans, là, il y a une intensification de cette perception-là. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est très bien d'élever nos enfants, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Euh, j'ai des enfants moi-même, mais que l'une des meilleures éducations que nous pouvons donner à nos enfants, c'est d'être heureux. C'est d'être un modèle de rapport à la vie qui soit un rapport ouvert, sympathique, ludique, joyeux. Voilà. C'est là-dessus que l'enfant va se modéliser. Euh, Bien sûr que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un cadre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cadre, mais si en face de lui, l'enfant a des adultes de référence qui sont suffisamment dans l'éros, c'est-à-dire dans la mobilisation de la vie, les blessures, même s'il y en a, elles vont se refermer assez vite. Donc, les blessures, le meilleur baume pour les blessures, c'est le vivant. Hein. C'est l'affirmation du vivant. Et donc, le problème, c'est que quand il n'y a pas d'affirmation du vivant qui vient refermer ces blessures, on va avoir des états dépressifs, voire des comportements à caractère psychotique, voire des comportements absolument délétères, des comportements d'évitement voilà, de la part des parents ou des figures de référence. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les parents directs. Voilà, et c'est tout ça qu'il faut regarder, tout ça qu'il faut examiner et aider ensuite nos patients à s'extirper de ces blessures pour pouvoir construire autre chose. Et je dirais même
en suivant ce que dit Carl Gustav Jung, que c'est justement avec l'énergie de ces blessures que l'on va pouvoir mettre en place quelque chose qui va nous aider à nous sauver. C'est le principal chimique dont parle Jung, c'est-à-dire c'est comment nous transformons le plomb en or. Mais nous ne pouvons pas avoir de l'or si nous n'avons pas de plomb. Et le plomb, c'est nos blessures, c'est nos traumas, c'est nos difficultés, et c'est comment il y a une transmutation qui se fait à cet endroit-là. Et le principal chimique, c'est celui qu'on rencontre dans nos accompagnements, dans nos cabinets. Voilà. Je suis ouvert maintenant à vos remarques et à vos questions, en sachant que j'ai bien conscience de ne pas avoir épuisé le sujet, bien entendu. Merci Alain, c'est tout à fait passionnant. Merci pour de nous avoir éclairés. Merci pour cette générosité et de nous expliquer avec autant de pédagogie, autant de... Enfin voilà, ça clarifie beaucoup de choses. Et en même temps, moi, ça me donne envie d'approfondir encore. Alors, d'ailleurs, euh, alors, je vais d'abord commencer par prendre quelques questions. Parce que, alors, je vais juste reprendre une petite chose. C'est pour expliquer aussi que cette thématique des 7 blessures d'abandon, elle fait assez directement écho aux enseignements qui sont proposés par Sowell Formation dans le cadre des diplômes universitaires européens de psychotraumatisme, dont Alain Héril est le directeur pédagogique. Ça, c'est pour un petit peu éclairer aussi le fait que s'il y a une petite mise en bouche aujourd'hui, c'est notre souhait afin que vous puissiez vous renseigner, car ces parcours universitaires sont conçus pour permettre aux professionnels d'approfondir leur compréhension de tous les processus psychiques, émotionnels et relationnels, tout en s'appuyant évidemment sur un cadre académique très rigoureux et une approche profondément humaniste, comme vous l'avez déjà ressenti, je pense, ce soir. Donc, si ce Coffee Talk, ce webinaire a résonné pour vous, ça peut être le premier pas pour un parcours de formation universitaire avec Sowell Formation, qui est à la fois structurant et transformateur, qui est au service également de votre évolution personnelle et professionnelle. Donc, je vais prendre quelques questions, Alain, Mhm. afin qu'on puisse peut-être explorer ensemble quelques questions issues de ta présentation sur les 7 blessures d'abandon ce soir. Euh, Christina pose la question, dans le cadre du déni de grossesse ou d'un état dépressif de la mère, par exemple, comment le fœtus imprime ces blessures de la maman en lui et de quelle manière? Sera-t-il forcément blessé à la naissance? Qu'en penses-tu, s'il te plaît? Alors, euh, il faut, en préambule, pour répondre à cette question, il faut bien voir qu'on n'est pas dans le systématisme. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un enfant va avoir une mère qui a un déni de grossesse que l'enfant va devenir psychotique, par exemple, hein. Mais il y a un risque, hein, et c'est pas pour ça qu'il va le devenir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours une réparation qui est possible. Il y a toujours quelque chose qui est rattrapable. Il ne faut pas oublier que l'organisation psychique d'un enfant de 0 à 8 ans et de 8 ans à 25 ans, l'organisation psychique est une organisation qui est en mouvement. Et d'ailleurs, beaucoup de pédopsychiatres ne posent pas de diagnostic important sur des ados de 15-16 ans parce qu'ils attendent de voir s'il y a confirmation du diagnostic. Donc, euh, donc lorsqu'un enfant va avoir une mère qui va être dans le déni de grossesse, donc quand l'enfant va pas être investi, parce que c'est de ça dont il est question. L'enfant est investi psychiquement, énergétiquement, de la part de sa mère, et aussi de la part de son père, parce que l'autonomie nous a bien montré que l'inscription du père dans le lien à l'enfant avait une incidence sur le développement de l'enfant. Donc, lorsque l'enfant va être désinvesti, oui, ça aura une incidence, toujours. Mais quelle incidence, je ne sais pas. Ça va dépendre de plein de choses. Parce qu'un déni de grossesse, est-ce qu'il est de 0 à 9 mois? Est-ce qu'il est de 0 à 3 mois? Est-ce qu'il est de 3 mois à 6 mois? Ça va raconter des choses différentes. Donc, et le déni de grossesse, il peut se réparer. Parce que moi, je n'ai pas été enceinte.
sinon ça se saurait. Mais j'ai beaucoup travaillé avec des femmes enceintes. J'ai fait de la sophropédagogie obstétricale. Et donc, lorsqu'une mère porte un enfant, elle porte un sujet qui est réel et en même temps qui est complètement fantasmé. C'est une situation très, très, très particulière. Parce que vous portez l'enfant dans votre ventre, vous savez qu'il est là, et en même temps, vous ne le connaissez pas. Donc, vous ne le connaîtrez que quand il va apparaître dans le réel, hein, dans le monde. Donc, l'enfant, il est constitué avec des fantasmes, avec des projections, avec des attentes. Déjà, la manière de prénommer l'enfant, c'est déjà une projection qui est faite sur lui. Donc, il y a tout un travail qui est fait sur la signification symbolique des prénoms et qui voit comment cette symbolique, elle influence aussi nos comportements. Donc, donc il y a ça qui est en jeu, et donc ça aura, ça aura toujours une incidence. Laquelle, ça c'est à voir, parce que ensuite il y a des rencontres qui sont faites, il y a voilà, il y a tous ces éléments-là. Et donc les rencontres qui sont faites s'inscrivent en psychanalyse dans ce qu'on appelle le moi auxiliaire. Et c'est très bien représenté par un film que sans aucun doute vous avez vu pour la plupart, c'est Star Wars. Dans Star Wars, Luke Skywalker, celui qui marche sur le ciel, il a comme père Dark Vador, celui qui est dans l'ombre. Donc, il est coincé entre l'ombre et la possibilité de la lumière. Donc, quand il arrive au monde, Luke Skywalker, il y a du fracas à l'intérieur de lui, il y a du chaos. Qu'est-ce qui l'aide à donner du sens dans le sens de la signification et de la direction? C'est qu'il rencontre le Yoda. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est que tous les enfants rencontrent leur propre Yoda, ce qu'on appelle le moi auxiliaire, pour pouvoir effectivement s'extirper de leurs blessures. Et parfois, le Yoda, c'est le thérapeute. C'est magnifique. Merci pour cette très belle réponse et merci aussi pour la question, évidemment. Alors, nous avons énormément de questions. Je vous donne l'information. Nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Alain ne pourra pas répondre à toutes les questions à cause du vent d'Avignon. Si vous voulez Euh, aller plus loin, Alain répond à toutes les questions pendant les formations, sachez-le. Et ça, c'est tout à fait passionnant et hyper enrichissant pour nous tous qui l'écoutons. Alors, je vais choisir une autre question. non, je ris parce que ça y est, je suis institué en tant que Yoda, là, ça y est. Et voilà, j'allais dire, ah voilà, Alain Linda avec la tête. Voilà, Ah, je suis j'adore. Yoda. Bon, Cédric, merci, c'est toi, très ton côté gentil, Yoda. C'est vrai. je le reçois avec plaisir, mais bon, j'espère que c'est qu'une ressemblance psychique, pas physique. Hein, voilà, parce que bon, je ne C'est suis pas génial. persuadé que le yoga, le Yoda est le meilleur corps pour pouvoir mettre en place des éléments de séduction. Hein. Voilà. Alain, maître Yoda. Meilleur que Yoda, Alain et Ril. Euh, alors, pour reprendre une autre question, alors c'est vrai que dans le DU que tu organises, Alain, évidemment, toutes ces questions sont profondément, on va dire, étudiées, discutées et évidemment avec énormément de sources et donc qui permettent de pouvoir accompagner vos patients, accompagner au niveau professionnel, tout ce que, bon, évidemment personnel aussi de temps en temps, mais en tout cas, au niveau professionnel, ça permet d'aller plus loin. Et donc, je pense, le cœur de ton diplôme universitaire sur le psychotraumatisme, Hmm. Alain. J'ai essayé de vous mettre le lien, je vais vous le remettre pour vous renseigner sur le DU dans le chat. Alors, je vais juste reprendre une deuxième question. C'était Hop. Et donc, il y avait une question très intéressante, de nouveau, sur le rapport possible. Alors, c'est Annie qui pose la question, voulez-vous parler d'un rapport possible entre sensation d'abandon dans l'enfance et dépendance à l'alcool à l'âge adulte? Mais bien sûr, de toute manière, les blessures d'abandon, en règle générale, font le lit d'une possibilité de dépendance à l'alcool ou à d'autres produits. C'est-à-dire que le problème, je vais essayer de faire court et d'être le plus clair possible, c'est que quand nous arrivons au monde, que nous sommes dans cet état naturel de dépendance, c'est-à-dire que nous naissons dépendants, on ne peut pas remettre ça en cause, c'est une réalité. Dans cet état de dépendance, l'enfant va venir s'appuyer sur l'environnement pour exister. Et l'environnement va lui répondre. L'environnement va lui répondre en lui signifiant qu'il est le bienvenu,
qu'on qu'on l'aime, qu'on l'accueille, voilà, tous ces registres-là, qui vont installer une possible sécurité de base. Mais si l'enfant n'a pas ces éléments-là, s'il s'appuie sur l'environnement et que l'environnement ne tient pas, il va bien falloir qu'il trouve un autre espace sur lequel il va s'appuyer et qui va lui donner le sentiment de tenir le coup. C'est ce qu'on appelle en psychopathologie la position anaclitique. Anaclitique en latin veut dire poser contre, et c'est la base même des états limites. Et donc, si mon père, ma mère et tutti quanti n'ont pas été suffisants pour moi, que je sors de mon enfance et que j'arrive à l'adolescence avec une sensation d'abandon, de trahison, d'injustice extrêmement forte, je vais demander au produit voire au comportement, parce qu'on va retrouver ça dans certaines situations phobiques, je vais demander au produit ou au comportement de remplir ce rôle que mes parents, mes tuteurs, d'ailleurs le mot tuteur dit bien ce qu'il veut dire, n'ont pas pu mettre en place. Le seul problème, c'est que c'est pas un bon moi auxiliaire. Hein, et que évidemment, ça va amener le sujet à avoir l'illusion de, euh, de tenir alors qu'en fait, il ne tient pas, il continue à s'écrouler. Hein, donc c'est ce qui se passe avec l'alcool, mais avec les drogues, et puis avec d'autres formes aussi qui sont des formes addictives. Il y a de l'addiction dans l'anorexie, il y a de l'addiction dans la boulimie aussi. Mais c'est comment je fais pour trouver quelque chose qui m'aide à tenir. Sur quoi je m'appuie? Si j'ai rien sur lequel m'appuyer, je m'écroule. Donc, il faut que je trouve quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être effectivement l'alcool, entre autres. Moi, j'avais un patient qui souffrait d'alcoolisme et qui me disait, l'avantage avec l'alcool, c'est qu'au moins, il ne me trahira jamais. Donc, c'est quand même une parole forte. Hein. Bien sûr, évidemment, dès que je lui disais, mais qui vous a trahi autrefois? Voilà, la porte était ouverte vers les premiers temps de sa vie et vers effectivement une difficulté dans la trahison, bien sûr. Merci Alain, merci beaucoup. Euh, je vais prendre une troisième question, c'est la question de Leïla. Sa question sur le plan thérapeutique. Est-ce que chaque blessure a son propre protocole ou on les travaille avec les mêmes techniques? Alors, cette question-là, je sais que tu l'approfondis énormément, évidemment, dans le DU. Et je te laisse peut-être. Tu peux redire la question? Je t'ai perdu pendant 10 secondes, pardon. Alors, je reprends. C'est Leïla. Attendez. Ah, je reprends la question de Leïla juste avant. Hop. Qui pose la question. Hop. Si, sur le plan thérapeutique, est-ce que chaque blessure a son propre protocole ou alors est-ce qu'on les travaille avec les mêmes techniques? Voilà. Ouais. Alors, là, je vais faire une réponse par rapport au travail que je fais. Donc, moi, je ne suis pas dans une approche protocolaire par rapport à la thérapie. Et sur ces 7 blessures, en général, je travaille un petit peu de la même manière, parce que le fond est le même. Le fond est un manque de sécurité. En même temps, pour apporter une nuance, quand je travaille avec une personne qui souffre d'alcoolisme, je vais pas travailler de la même manière avec quelqu'un qui souffre de dépendance affective. On n'est pas tout à fait au même endroit. L'histoire du sujet n'est pas le même. Mais il n'y a pas un protocole pour la justice, un protocole pour la trahison, etc. En tout cas, moi, je ne suis pas partisan de ça. En revanche, il y a un travail, un accompagnement qui se fait avec notre présence. C'est-à-dire que le premier outil de tout thérapeute, c'est la relation thérapeutique. Bien sûr que vous pouvez faire les meilleures formations du monde avec Sowell, ailleurs, peu importe. La seule chose, c'est que quand vous êtes dans votre cabinet, que vous êtes face à votre patient, c'est votre qualité relationnelle qu'il faut activer. C'est ça qui va aider le patient. Si je rencontre, si je rencontre quelqu'un, un ami qui me dit je cherche une thérapeute ou un thérapeute et que je lui donne la carte de visite de Géraldine, il va aller voir Géraldine, non pas parce que Géraldine a des super protocoles, mais parce que Géraldine m'a aidé. Hein. Donc la base de l'accompagnement thérapeutique, c'est l'humanisme.
C'est l'humanisme, et parce qu'on met l'individu au centre du sujet. Donc c'est d'abord la relation, ensuite le protocole. Après, une fois que j'ai dit ça, bien entendu qu'il y a des nuances. Évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ces nuances, il faut les adapter à la situation. Voilà, il faut toujours les adapter par rapport à l'histoire du sujet, par rapport à ce qu'il est en train de vivre, par rapport à sa demande thérapeutique, par rapport à ses symptômes. Mais sur les blessures d'abandon, c'est ça qui est en jeu. Et il y a une question qui était posée à laquelle je vais répondre parce qu'on me la pose souvent. Pourquoi il y a l'abandon dans les blessures d'abandon? Parce que l'abandon est une blessure d'abandon, ouais, tout simplement. C'est que la notion d'abandon, là, j'ai pas eu le temps de développer, mais la question de l'abandon, fondamentalement, elle vient s'inscrire dans un fonctionnement relationnel, dans une croyance qu'on est abandonnable. Voilà, c'est ce qu'on va voir chez les personnes état limite. Voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont en jeu. Et donc, être abandonné, c'est une blessure d'abandon. Oui, même si le terme se retrouve, voilà, même si ça paraît être redondant, mais néanmoins, c'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que Lise Bourbeau, elle emploie plutôt les blessures de l'âme, donc dans lequel elle met. Voilà. Mais moi, j'emploie les blessures d'abandon pour ne pas trop diriger mes interventions sur ce terrain-là, sur quelque chose qui serait trop de l'ordre du spirituel. Je suis pas en train de dire que je rejette le spirituel, hein, loin de là, loin de moi cette idée, hein, mais l'enjeu est pas forcément là. Merci beaucoup, Alain. Je vais prendre encore la question de Manon. Euh, Pourquoi dites-vous que de la part des référents, il y a des comportements psychotiques ou dépressifs si les blessures ne sont pas refermées? Alors, je n'ai pas dit ça. Soit je me suis mal exprimé, soit ça a mal été entendu. Ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir de la part des parents des comportements dépressifs ou des comportements à caractère psychotique qui vont avoir des incidences sur l'enfant, évidemment. Mais il n'y a pas une systématisation du lien dépressif à son enfant ou du lien psychotique à son enfant. C'était juste un exemple. Et heureusement, hein, évidemment. Et c'est pareil, je n'ai pas mis les pieds sur le terrain de la perversion avec les violences faites aux enfants, les violences physiques, les violences morales, l'incestuel et tout ça. Ça, j'aborde ça dans le DU sur les psychotraumatismes. Hein, il y a tout un module sur inceste et incestuel et où on regarde ensemble comment ces éléments-là créent du trauma, quel type de trauma et comment on peut l'accompagner. Merci beaucoup, Alain. Pourrais-tu peut-être un petit peu donner les grandes lignes du DU de psychotrauma pour peut-être euh, Alors, donner le quelques DU déjà, informations? il s'appelle comprendre et savoir accompagner les psychotraumatismes. Donc déjà, il faut entendre ce titre-là. Donc il y a à la fois une compréhension, donc une dimension qui est une dimension qui est théorique, voilà, où on va aborder le traumatisme de la naissance, les traumatismes liés à l'inceste, à l'incestuel, les traumatismes de guerre, voilà, tous ces éléments-là, avec les grands auteurs, euh, voilà, dont je développe les idées, mais il y a aussi tout un module qui est consacré à la pratique, c'est-à-dire comment on accompagne les patients qui souffrent de psychotraumatisme, parce que l'idée, c'est que le psychotrauma, il est beaucoup inscrit dans le corps. Donc, si on ne travaille pas sur le corps, si on n'a pas une approche psychocorporelle, on va passer à côté de plein de choses. Donc, il y a des démonstrations en vidéo d'exercices corporels de manière très 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 précise. Donc ils sont faits par Nadège Arnaud. Euh, voilà, il y a d'autres personnes. Il y a par exemple Evelyne Joss qui a rejoint ce DU récemment. Evelyne Joss, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une des grandes spécialistes du trauma qui va animer une journée entière sur le psychotraumatisme et le MDR. Donc il y a vraiment un travail autour de l'outil
qui est proposé. Euh, il y a un groupe de thérapeutes qui s'appelle Résilience K, donc qui travaille beaucoup sur cette notion qui s'appelle le kintsugi au Japon, qui est donc de réparer les pots cassés, les assiettes cassées avec des filets d'or. Et donc, et eux, ils travaillent sur le trauma, donc ils vont amener aussi des exercices pratiques. Donc, il y a à la fois de la théorie et en même temps de la pratique. Et il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur le trauma à l'heure actuelle, et c'est très bien. Et j'ai essayé de composer un DU qui soit un DU un petit peu plus original, si c'est possible. J'ose espérer que les gens qui feront ce DU y trouveront sa pertinence, avec cette dimension psychocorporelle qui va être présente. Donc voilà dans les grandes lignes. Évidemment que la théorie polyvagale va être présente et va être expliquée. Évidemment que la somatic experiencing de Peter Levine va être expliqué. Évidemment que le TRE de Berceli sera expliqué, c'est-à-dire que toutes ces approches psychocorporelles seront expliquées par des spécialistes euh, de ces techniques. Donc, ce que je ne suis pas, et c'est pour ça que j'invite ces personnes à venir en parler. Voilà, Merci Alain. C'est passionnant et ton j'espère. DU, euh, les personnes qui entourent Alain pour ce DU sont des personnes qui ont un niveau magnifique et vraiment c'est un honneur et une chance pour vous et pour nous au niveau de l'équipe de Soil Formation. On est vraiment très très heureux de pouvoir proposer un enseignement de telle qualité, sachant que cet enseignement est entièrement en visio. Ça veut dire que vous avez des temps, c'est en fait un enseignement hybride avec un enseignement vidéo que vous pouvez voir à des moments qui vous conviennent et d'autres moments qui sont des moments en direct avec Alain et d'autres intervenants du diplôme universitaire. Si jamais vous ne pouviez pas être présent en live pendant les cours, vous pouvez revoir sur votre plateforme étudiant les cours de la formation du diplôme universitaire. Voilà. Donc, tous les renseignements concernant les différentes formations de Sewell Formation sont accessibles sur le site internet de Sewell Formation. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien. Je l'ai mis dans le chat. Je vais remettre l'adresse internet de Sewell Formation. Voilà. Euh, après, donc, les... Il y avait des questions sur les prérequis que j'ai Ah vu oui, passer aussi. oui. Alors, concernant les prérequis, le CDU s'adresse aux professionnels de santé et aux paramédicaux, et également aux professionnels de la relation d'aide aux personnes. Donc, après, ça veut dire que ce sont des diplômes complémentaires à un métier que vous avez déjà ou, euh, ou alors un renforcement par rapport à des notions que vous avez déjà pour continuer à approfondir et à mieux accompagner à la fois vos patients ou vos clients, mais en général plutôt des patients. Toutes les informations pratiques sont sur le... merci pour tous les merci, ça c'est super chouette. Euh, alors, la question, si vous n'êtes pas professionnel et que vous souhaitez suivre cette formation, donc le diplôme universitaire, à la fin du diplôme universitaire, vous devez écrire un mémoire sur un sujet qui est donc choisi en accord avec le directeur pédagogique. Donc pour le DU de comprendre et accompagner le psychotraumatisme, c'est Alain Héril qui est le directeur pédagogique et qui, évidemment, voit avec vous les sujets et encadre pour la réalisation du mémoire. Et la soutenance de mémoire se fait également en ligne. Voilà, donc ça c'est assez formidable et c'est vrai que ça permet de s'adapter euh, au monde d'aujourd'hui, qui est un monde qui va de plus en plus vite. Et voilà, donc c'est un diplôme européen, donc qui est reconnu, diplôme universitaire européen, tout en Europe. Voilà. Euh, donc
universitaire européen parce que ce diplôme est en partenariat avec l'université Miguel de Cervantes de Valladolid. Je regarde encore quelques questions ici. Euh, hop. Donc, quand vous avez des questions complémentaires par rapport à est-ce que je peux faire de DI ou des choses comme ça, le plus simple, comme je disais dans le chat, c'est de nous contacter pour que, suivant votre situation, on puisse vous aider à prendre la bonne décision. Parce qu'il y a beaucoup de cours. Il y a quand même un enseignement qui dure 130 ou 140 heures, je crois, hein, quelque chose comme ça, Mm. Alain, c'est ça? Et qui s'étale sur 9 mois. Voilà, Mm. qui s'étale sur les 9 mois avec l'écriture du mémoire. Mais si vous avez le temps et si vous pouvez le combiner à votre activité pro, évidemment, ça peut. Voilà, mais n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse euh, en parler ensemble. Euh, Moi, je rappelle que ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est qu'un bref aperçu, évidemment, de tous les enseignements euh, qui sont euh, qui sont donnés pendant le diplôme universitaire. Alors, oui, en candidat libre possible, évidemment. C'est Emmanuel qui pose la question. Merci pour tous les compliments. Merci pour les beaux remerciements aussi, parce que ça fait hyper plaisir. Euh, on est, alors, est-ce qu'il y aura un autre webinaire pour présenter un peu le DU de couple et sexo? Oui, bientôt, il y aura un coffee talk pour parler. Promis, promis, promis. Euh, alors, adresse mail. Alors, je vais répondre au chat. Je vais vous envoyer de nouveau hop, l'adresse. Euh, alors, ici, voilà. Donc, le psychotraumatisme. Donc, il y a plusieurs diplômes universitaires au sein de Sowell Formation. Vous avez entendu Alain parler également de psychopathologie. Il y a également un diplôme universitaire de psychopathologie. Et il y a un troisième diplôme universitaire de couple et sexualité. Hop, alors je replace ici l'adresse de Sowell. Euh, c'est pas toujours facile, Alain, de parler et de rajouter le texte sur le chat. Voilà. Euh, Donc, je rappelle que les diplômes universitaires de Swell Formation s'inscrivent vraiment dans une démarche de compréhension, de transformation. Donc, vraiment, il faut tous ces mécanismes profonds. Si ça résonne en vous, bah, renseignez-vous et voyez où le cœur vous dit d'aller. Et nous, on est très heureux de vous accompagner, euh, que ce soit dans les coffee talks, les webinaires que nous proposons gratuitement aux personnes qui s'inscrivent. Merci d'être si nombreux et de nous avoir suivis ce soir. Donc, ici, je pense que normalement, vous avez le lien. Oui, ça, c'est bon. Ah, c'est sympa. Alors, non seulement on t'a dit tout à l'heure que tu n'étais pas vert par rapport à Yoda, Alain, et on te dit aussi de bien te soigner. Donc, ça, c'est Merci. vraiment super adorable. Euh, hop. Et La n'oubliez pas, question, ouais, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du câlin. Mm. oui, exactement. Ça, c'est Mm. vrai. Ça, c'est absolument vrai. Euh, ah oui, je vais vous donner aussi une autre information. C'est l'information du prochain Coffee Talk, afin que vous ayez quand même les informations des prochains Coffee Talk que vous pouvez retrouver. Alors, je vais aussi vous mettre le lien, que ce soit peut-être plus facile pour ceux qui souhaitent s'inscrire. Donc, hop. Je vous mets tout de suite le lien pour les webinaires également d'inscription. Voilà, je le place ici dans le chat. Hop. Alain Psioda. Merci Alain Psioda. C'est génial. Ça, c'est vraiment super. Hop. Donc, il y a un prochain webinaire à venir. Donc, le prochain webinaire à venir, puisque tout à l'heure, on nous a posé la question s'il y avait un webinaire par rapport à l'Axexo. Oui, le tout prochain webinaire, c'est avec Audrey Souchet. Ce sera le 17 février et ce Coffee Talk commencera à 19h30 et parlera de réenchanter l'amour, le couple
et la sexualité grâce à la TPV. Donc, safe and sexy quand le corps dit oui. Et je pense que ça va être un très beau coffee talk également, Mm. donc avec Audrey Souchet, qu'Alain, que tu connais bien. Tout à Euh, fait. Mm. et le deuxième coffee talk qui est également prévu au mois de février, et là c'est par rapport à la psychopathologie que tu développes également, Alain. Ce coffee talk aura lieu le 26 février. Et c'est Muriel Schmitt, qu'on adore aussi, qui nous parlera de la psychologie et la pathologie. À quoi sert la psychopathologie? Donc ce sera le 26 février à 19h30 heure de France. Donc pour les personnes au niveau de la francophonie qui sont à d'autres endroits, n'hésitez pas à changer par rapport au fuseau horaire pour pouvoir être en live avec nous. Voilà. Euh, Vraiment, merci du fond du cœur, Alain. Donc, si vous avez besoin, alors, est-ce que vous intervenez? Alors, Aurélie pose la question si tu interviens pour les enseignements pour couple et sexualité. Ah oui, Je peux oui, te dire que oui, j'interviens beaucoup. Je suis même l'intervenant principal, mais il y a d'autres personnes comme Laura Pinson, avec les hérotypes, comme Mathieu Boulanger. Voilà, on est plusieurs, mais je suis le principal intervenant. Oui, c'est vrai. c'est vrai, et nous en sommes très heureux. Mm. Et j'ai suivi cette formation et je peux témoigner, c'est tout à fait passionnant. Voilà, ça c'est mon point de vue. Si vous avez Merci, envie d'aller Géraldine. plus loin, merci à toi, Alain. Merci infiniment. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les différentes formations, que ce soit les diplômes universitaires ou les formations certifiantes que vous pouvez suivre sans faire le mémoire. Ça, c'est pour les personnes qui ont posé la question juste avant de est-ce qu'on peut le faire pour soi? Donc oui, on peut faire ces formations pour soi aussi. Euh, alors, Christina pose la question s'il y a des gestalt thérapeutes formateurs Oui. pendant les formations, Alain, s'il te plaît. Il y a le groupe Résilience K, ce ne sont que des gestalt thérapeutes, hein, donc qui interviennent dans le cadre du psychotraumatisme. Donc il y aura une approche fondamentalement gestaltiste. Super. On me repose la question pour la date d'Audrey Souchet. Ce sera le 17 février. Donc, le 17 février, je vous invite à nous rejoindre pour le prochain Coffee Talk avec Audrey Souchet. Bon, super, chouette. Merci, merci à tous. Euh, Écoutez, j'espère que n'hésitez pas à découvrir les différentes formations parce que ça nous tient à cœur de partager ces beaux enseignements, de faire rayonner la connaissance avec Alain. Merci infiniment parce que toutes les formations que tu nous transmets et donnes, elles relient du savoir, du sens et vraiment de la transformation. Moi, je peux en témoigner. Et je vous remercie infiniment pour votre présence nombreuse, le fait de relier comme ça par toute la francophonie, d'être tous ensemble, c'est quand même très fort. Je vois qu'on nous souhaite tout plein de câlins, donc une très très belle soirée pour Hmm. cette journée du câlin. Euh, que tout le monde se câline le cœur et le cerveau pour avoir tout plein de belles connaissances et le cœur pour avancer dans sa vie pro et perso. Je te remercie vraiment infiniment, Alain, pour vraiment ta générosité et vraiment le bonheur de t'écouter. Je te remercie infiniment. Je vous remercie toutes et tous. Et je laisse le mot de la fin à Alain. Et merci, merci beaucoup. À Ben, bientôt. le mot de la fin, il va être simple, hein, je vais revenir sur le câlin, c'est-à-dire que on sait, et c'est point de vue de l'esprit, qu'un hug, un câlin de 3 minutes, est un vrai hug, hein, de 3 minutes, c'est l'équivalent d'un Prozac. Donc, ça crée dans le corps un espace de sécurité. Je n'ai pas arrêté de dire à quel point la sécurité était importante par rapport aux blessures d'abandon. Ben, le câlin, le hug, c'est une manière aussi de vivre un espace de sécurité et qui soit un espace de sécurité profond, efficace et pertinent. Donc, ne dénigrons pas le câlin, et on n'a pas besoin d'attendre la journée internationale du câlin pour pouvoir s'en faire.
Donc à bientôt et merci beaucoup de votre présence. Merci infiniment. Merci. À tout bientôt. Un big hug à tous. Big hug de la part de Sowell Formation. Big hug Alain. Big hug à tous. Un gros hug. Belle soirée. À tout bientôt. Et merci encore. Merci. Au revoir.